Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de Stranger Things. Il y a 2 semaines, vous avez eu mon retour sur la découverte de la saison 1 de la série. La semaine dernière, vous aviez ma découverte de la saison 2. Et aujourd'hui, vous allez voir ma découverte de la saison 3. Et vous allez voir que c'est pas joli joli. Voilà, pour être honnête, je n'ai pas spécialement aimé la saison 3. Alors, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi pas mal de mauvaises choses. Donc, je vais aller sur ma diapo. Hop, en espérant que ce sera aussi rapide qu'hier. Parce que il y a une question qu'on va pouvoir se poser au bout d'un moment, c'est est-ce que cette saison 3, c'est la saison de trop ou pas? Parce que, bon, pourquoi est-ce que ça veut pas se lancer là? Merci. Parce que, bah, faut quand même se le dire, cette saison 3, elle est pas du tout aussi qualitative que la première et la deuxième. Faut être totalement honnête, les 2 premières saisons, elles sont quasi parfaites, parce qu'elles ont quand même quelques petits défauts, mais elles sont quasi parfaites, alors que cette saison 3, bah, c'est une catastrophe à mes yeux. Et on va en parler petit à petit maintenant que mon truc est prêt à enregistrer. Donc je lance. Ok. Donc Stranger Things saison 3, on y va. Donc le synopsis, nous sommes en 1985 à Hawkins, donc 10 ans avant ma naissance, même si techniquement c'est un monde fictif, hein, mais voilà. Dans l'Indiana, et l'été se réchauffe. L'école est terminée, il y a un tout nouveau centre commercial en ville et l'équipage Hawkins est sur le point de devenir adulte. C'est un peu bizarre comme terme, parce que c'est vraiment le synopsis que j'ai pris sur Wikipédia, mais l'équipage, c'est un peu chelou, hein. On parle de ça pour un bateau, mais pas pour un groupe de potes. Enfin bref. La romance fleurit et complique la dynamique du groupe et ils devront trouver comment grandir sans se séparer. Pendant ce temps, le danger se profile lorsque la ville est menacée par des ennemis anciens et nouveaux. 11 et ses amis se rappellent que le mal ne s'arrête jamais, il évolue. Désormais, ils devront s'unir pour survivre et se rappeler que l'amitié est toujours plus forte que la peur. Bon, déjà à la fin, ça te fait très fairy tale, tu dis, ça commence mal. Bref. La fiche technique, bon, c'est toujours la même, hein, donc je vais pas la relire, hein. Si vous avez vu mes 2 vidéos précédentes, hein, que ce soit la production, le lieu de diffusion, la réalisation, voilà, je laisse un peu de temps pour lire. Ouh là, j'ai fait une petite faute ici. Le N est un peu plus tôt. Mais voilà, c'est exactement la même chose, même si, on peut rajouter 2 choses. C'est que déjà, pour moi, sur le genre, alors le fantastique, je valide toujours, la science-fiction, je valide toujours. Le drame, honnêtement, je valide un peu moins. L'horreur, je le valide toujours. Par contre, à la place du drame, j'aurais mis la comédie. On va en revenir un peu plus tard, mais il y a un truc qui m'a dégoûté dans cette série. Voilà, on verra après, mais pour moi, on est quasiment passé d'une série horrifique, dramatique horrifique, à quasiment une série comique. Voilà, alors, et c'est très particulier parce que tu as vraiment des scènes qui font vraiment très stylisées horreur, comme dans les 2 premières saisons, qui sont hyper jolies, hyper cool. Et en même temps, tu as des scènes, c'est que de l'humour, c'est trop chelou parce que il y en avait un petit peu dans les premières saisons, mais c'était pas filmé comme un film de comédie. C'était filmé pour rapporter un petit ton léger, c'était subtil, c'était intelligent. Là, on a totalement perdu ça. Voilà. Et au casting, j'ai juste rajouté Maya Hawke qui joue Robin Buckley parce que, bon, bah, pour ceux qui ont vu ma première vidéo où je parle de Stranger Things, je vous avais bien dit que il y avait 2 actrices que j'attendais le plus. C'était Sadie Sink, qui elle apparaissait à partir de la saison 2, et Maya Hawke, qui pour moi, Maya Hawke est une des meilleures actrices de ma génération, euh, qui pour moi, bah, enfin plutôt, qui apparaissait qu'à partir de la saison 3, et du coup, dont j'avais également beaucoup d'attentes. Bref, donc on reviendra un peu comme on avait fait avec la vidéo précédente. Voilà. Donc, du côté de Joss Bayer, bah, l'histoire est un peu moins intéressante.
Tout simplement parce que, ben, il y a pas chose à dire. Alors la première partie de l'histoire, c'était il y a des moments qui sont plutôt sympas, notamment quand ils retournent, au labo et que du coup, elle a des flashs, de Bob et tout ça. Ça, c'était plutôt cool, voilà. Mais au final, bah, c'est pas si ouf que ça. Ce qui veut dire que, quand ils se font agresser par le Russe, enfin, du moins que, Hopper se fait agresser par le Russe, ils décident, au bout d'un moment, bah, de voilà, de pousser l'enquête, de pousser la chose, surtout qu'ils arrivent à choper un Russe dans vous savez, ils vont dans des petites maisons, dans un rayon d'action, je sais plus, quoi où ça, parce que ça fait un peu au moins une semaine et demie. Et franchement, ça, c'est aussi un truc, qui montre que cette saison, elle est moins bonne. C'est que ça fait une semaine et demie que j'ai fini cette sais de regarder la saison. J'ai assez peu de souvenirs de cette saison, alors que les 2 premières saisons, j'ai encore énormément de souvenirs, alors que du coup, pour ces saisons-là, ça fait, quasiment un mois, 2 mois, même pour la première saison que je les ai vues. Hem, ce qui montre aussi, que, bah, quand on n'a pas envie de se souvenir de quelque chose ou qu'on s'en souvient pas naturellement, c'est que, bon, bah, c'était pas si bon que ça. Bref. Mais en tout cas, ils vont fouiller dans des maisons et dans une d'entre elles, ils trouvent un une sorte de petit labo caché pour que les Russes, là, ils réparent leurs machines, hein. D'ailleurs, les Russes, on fera une petite partie sur eux quand on parlera d'Alexei, je crois que c'est Alexei. Mais voilà, ils tombent là-dessus, du coup, ils chopent un Russe. Ensuite, ils partent pour le voir, le détective, pour qu'il traduise le russe. Et en fait, c'est juste de la promenade pour, traduire des trucs. Bon, à la fin, ils reviennent et puis bon, bah, voilà, ils vont quand même essayer d'aider à sauver, sauver Hawkins. Mais voilà, le personnage, tu vois, il est plus aussi intéressant qu'avant, ou dans la première saison, c'était un peu la mère folle qui avait raison, mais que personne ne croyait et c'était, bah, très, très cool à suivre. Dans la saison 2, elle devait, hem, lier à la fois sa relation avec, bah, de mère avec ses enfants, avec, le flagelleur mental, qui est présent, qui fout la merde, où elle et ses enfants, ils comprennent ce qui se passe et en même temps, elle doit conserver sa relation de couple avec un homme, normal qui n'a aucune connaissance de ce qui se passe et c'était hyper intéressant, voilà. Mais là, bah, il y a pas grand-chose. C'est oui, elle va quand même, se battre pour essayer de sauver, de sauver, la ville, protéger ses enfants du retour du flagelleur et tout ça. Enfin, même si elle je suis même pas sûr qu'elle le sache de mémoire. C'est plus parce que bon, bah, il y a des trucs avec les Russes, donc bon, bah, voilà, on va checker, ce qui se passe avec les Russes et voilà le truc moi que j'aime le moins par rapport à elle, hein, dont je vais pas encore parler, c'est qu'en fait, on est limite dans, de la romance, d'adolescent, ce qui est très, très chiant parce que, bah, au final, en fait, son arc le plus écrit dans cette saison, c'est juste, son batifolage avec Hopper, voilà. Voilà, «Je t'aime mais je veux pas te le dire», machin, comme un petit gamin de 15 ans et en vrai, c'est très, très chiant parce que, ben, OK, au début, c'est normal qu'elle le repousse, qu'elle ose pas et tout, parce que, ben, elle vient de perdre son mec. On sait pas trop, je sais pas trop combien de temps il y a entre la fin de la saison 2 et celle-ci, mais bon, il y a quand même une petite période où voilà, on le voit, elle est encore, sous le choc de la mort de Bob et tout et voilà. Sauf que le problème, c'est que, bah, toute la saison continue juste là-dessus et à instaurer, voilà, une tension amoureuse, un truc là-dessus et c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. En plus, c'est hyper prévisible, voilà, elle fout un plan à Hopper et puis à la fin, c'est elle qui propose d'aller à un dîner, machin, un petit date et tout. Enfin bref, tout est méga prévisible et heu et c'est pas ouf du tout. Voilà. Hem Parce qu'au final, on décrit plus, voilà 2 ados, qui s'aiment et qui veulent pas se le dire, plutôt que, bah, voilà, des personnes qui doivent, sauver une putain de ville, quoi. Bref. On passe à Hopper, voilà, Hopper, peut-être la grosse, grosse déception, de cette saison parce que, dans les 2 premières saisons, on avait affaire, à un shérif, voilà, plutôt charismatique,
qui en fait qu'à sa tête, une sorte de Gibbs, et d'autres, boss de NCIS. Voilà, on avait affaire à ce genre de mec, mais c'est ça en fait Hopper c'est un mélange entre Gibbs et Joel, de The Last of Us, quoi. Il était vraiment génial, il était pragmatique, il faisait ce qu'il y avait à faire pour protéger la ville. Même s'il fallait commettre des actes, voilà, répréhensibles, bon bah pour sauver des gosses, pour sauver une ville, voilà, il était prêt à tout. Là, dans cette saison, c'est peut-être le personnage le plus insupportable. Et pas forcément en termes d'acting, parce qu'en termes d'acting, David Harbour est pas aussi chiant qu'il l'est dans Black Widow et dans Thunderbolt. Mais force est de constater que son personnage, c'est pas le plus intéressant, hein. Vraiment, c'est soit le mec qui arrête pas de comment dire, de scruter sa fille adoptive pour pas qu'elle se tape des mecs, enfin pour pas qu'elle se tape des mecs, même juste pour pas qu'elle fréquente des mecs tout simplement. Genre, t'as une scène complètement lunaire où il menace Mike et tout ça, mais avec une tête de taré. Enfin, tu te dis, mais pourquoi il passe d'un coup d'un acting où il est sérieux, où il est sobre et tout, à un surjeu comme ça, tu comprends pas. Euh, et en fait, c'est pareil, Hopper, il est devenu dans cette série soit le beau-père hyper casse-couille, enfin le père casse-couille plutôt, euh, avec 11, voilà. Et ensuite, quand il part à la chasse aux Russes, bah, c'est juste le mec qui est là, qui veut flirter merde, j'ai oublié son nom, avec Joyce. Euh, et c'est tout. Bon, ok, il fait un peu son travail pour essayer de protéger, pour protéger la ville. Il se prend des branlées toutes les 5 minutes. Bref, le mec, comme j'ai dit, est passé d'un mec badass à un mec qui veut juste flirter et qui se prend des raclées par des Russes. Alors, il y a quelques scènes sympas quand même où est-ce qu'il s'en sort, hein, quand il tabasse le maire, ça c'était sympa. Quand ils se battent là dans la fête foraine contre des mecs, bon, les hommes de main du méga russe, bon bah voilà, c'était sympa. Mais franchement, Hopper dans cette saison, c'est pas ouf quoi. C'est juste le mec, ouais, qui veut flirter avec Joyce et limite qu'on a rien à foutre de sauver, de sauver, de sauver le monde quoi. Et, même avec le russe, là, quand t'as la scène où il lui dit vas-y, je te donne les clés, casse-toi, vas-y, machin, et que le russe finalement il arrête et puis il revient vers eux, tu te dis mais en fait c'est débile, en fait, tu peux partir absolument où tu veux sur la planète. Pourquoi tu reviens? Genre c'est eux là qui passent juste leur temps à batifoler, qui vont te sauver la vie, enfin c'est ridicule. Euh, ouais, non, c'est vraiment le personnage est devenu clairement l'ombre de lui-même. En plus, à la fin de la série, on te fait un truc du genre «Oh non, il est mort, machin». Ok, je pense que personne n'y croit. Avec le rayon. Alors, on te montre bien en intro de la série que le rayon, voilà, il te détruit les gens. Voilà. Mais on va t'expliquer, genre d'une manière peu crédible à mon avis, comment il a survécu. Ça va être génial. Ensuite, Mike. Bon, bah Mike, pareil, c'est hyper décevant. Mike, dans cette saison, c'est ouais, le mec, voilà, qui flirte avec Eleven. Bon, il flirte avec depuis la saison 1, mais bon, voilà, là, ça flirte un peu en cachette parce que Hopper ne veut pas. Donc voilà, il se fait menacer, donc d'un coup, il évite Eleven. Et voilà, du coup, Eleven va le quitter. Voilà, on reviendra sur les raisons quand on va passer du côté d'Eleven. Mais voilà, elle va le quitter, ce qui fait qu'il va juste passer une partie de la saison à être en mode bon, bah faut que j'arrive à reconquérir ma meuf. Et puis, ben voilà, c'est quasiment tout. Voilà, parce qu'ils vont pas faire grand-chose. Euh, je sais même plus ce que Mike il fait dans cette saison jusqu'à la fin de la série. C'est-à-dire que le passage avec Dustin et son groupe, ça je m'en souviens à peu près. Le passage de Hopper et son groupe, je me souviens à peu près. Le passage avec enfin, tout ce qui touche à Finn,
Max, Lucas, Eleven et tout, j'en ai quasiment aucun souvenir. C'est la partie la moins intéressante de la saison. D'ailleurs, quand je disais qu'on pouvait quasiment appeler ça une série comique, que t'as des scènes qui sortent de nulle part, qui sont pas ouf, c'est que vraiment, t'as un moment donné, on est quand même passé sur une série hyper sérieuse, hyper bien écrite, à une série où on est censé rigoler à des proutes et à des rots. Je veux dire, what the fuck? Je veux dire, c'est pas possible d'écrire une série comme ça. Tu peux pas avoir une écriture intelligente et sérieuse et d'un coup te dire, oh, faut que tu rigoles sur des proutes. Pourquoi? Ah si, eux, oui, bah non, si, ils vont enquêter un peu sur le flagelleur Billy et tout ça, mais je me souviens pas plus que ça. Leur histoire, elle est pas ouf hein, à ce groupe-là. Du coup, on va passer à Jane, donc Eleven, Elf, hein, qui a 1000 noms, euh, qui, bon bah, le début c'est pareil, hein. Au début on la voit que avec Mike, avec, avec Hopper qui les empêche de se fréquenter, et du coup, quand Mike va lui mentir pour ne pas la voir, parce que Mike décide de ne pas dire que c'est à cause de Hooper, voilà, il le dira qu'à la fin de la série. Mais voilà, comme il refuse de le dire, bon bah du coup, Elf elle comprend qu'on lui ment. Du coup, Max va un peu la manipuler, très clairement. Et c'est ce qui fait que ça va nous mener à ces moments où, bah du coup, euh, Elf va totalement quitter, comment dire, merde, bah, va quitter Mike et va en plus passer son temps à s'amuser avec Max, hein, qui d'ailleurs vont devenir les meilleures copines du monde, alors que à la fin de la saison précédente, bah, elles avaient pas l'air proches de devenir amies. Là, d'un coup, c'est les meilleures amies du monde. Bref. Euh, et, euh, et c'est pas ouf. On en parlera de ça parce que le personnage de Max est devenu très très différent comparé à ce qu'il était dans la saison 2. Et ça, c'est un gros problème de cette saison. On sent en fait, on sent qu'on est arrivé dans une nouvelle époque avec la saison 3. Je connais pas les dates de sortie des différentes saisons, mais on sent qu'on est arrivé dans l'époque où le wokisme a pris une grosse importance dans le cinéma, parce que ça se ressent énormément. Et le personnage de Max en fait, en est devenu la caricature très clairement. Bref. Mais dans le cas de Jane, bon bah c'est voilà, c'est qu'elle fait pas grand-chose. Bon, petit à petit, voilà, avec Max, elles vont s'amuser, elles vont découvrir qu'il y a des choses bizarres du côté de Billy. Et du coup, bon bah elles vont enquêter et puis en fait, voilà, le groupe va plus ou moins se réunir. Tout le monde s'entend pas forcément parfaitement, mais voilà, le groupe va se réunir à nouveau et bah ils vont voilà travailler à essayer de stopper le flagelleur mental. Bon, c'est pas les meilleures parties. Il y a quelques scènes sympas avec Billy, mais globalement, c'est pas les meilleurs moments. Faut que c'est pas ceux qui. Là, ça me revient en parlant, mais en dehors de ça, j'avais aucun souvenir de tous ces trucs-là. Bref. Ensuite, Dustin Anderson. Dustin, c'est un petit peu mieux quand même, puisque Dustin, il fait son retour de vacances. Bon, il revient de vacances. Lui, ses amis, ils ont tous une meuf, à part Will, parce que bah Will, il est gay. Donc forcément, il n'a pas de meuf. Hein. Et puis bon, on le voit pas forcément flirter. Il y a juste une scène où on nous fait comprendre qu'il est gay, mais je sais plus si c'était dans la saison précédente ou celle-ci. Donc voilà, on nous fait comprendre qu'il est gay, et puis bon, bah voilà, on le voit pas flirter, on le voit pas rencontrer de mec ou quoi que ce soit. En fait, on le voit même jamais être comment dire, bah, intéressé par des gars, tu vois, il en parle pas, tu vois, c'est juste le gars qui veut jouer aux jeux de société et tout ça, qui a une nostalgie de l'enfance, puis d'un coup, on te dit, bon, bah voilà, c'est le seul perso qui a pas de meuf parce que bah il est gay. Tu fais, ok, bon, bah, je m'en fous qu'il soit gay, mais quand même, amorcer la chose de manière plus intelligente, montrer qu'il s'intéresse au mec, montrer que, voilà,
Là, c'est un peu bizarre la façon dont c'est apporté avec Will, mais bon, on sait pourquoi. Du coup, avec Dustin, voilà, il revient de vacances, tous ses potes sont casés sauf Will, donc plus personne s'intéresse vraiment à ce qu'il fait. Voilà, lui, il veut présenter sa meuf avec sa machine là pour parler à distance là qu'il a créée. D'ailleurs, le mec va laisser sa machine sur la colline pendant toutes les vacances. Genre personne, enfin je veux dire, ce terrain, il appartient à personne. Personne ne se rend compte qu'il y a quand même une putain de machine sur le terrain. Non, c'est très bizarre. Le gars, voilà, il laisse ça là, comme ça. Moi, je veux dire, je construis une machine hyper rare qui a sûrement coûté cher, parce que bon, bah, les matériaux, hein, tu les sors pas non plus de nulle part. Et non, personne se pose de questions, n'importe quoi. Même lui, il laisse ça comme ça. Moi, personnellement, comme je disais, je construis une machine comme ça, mais jamais de la vie, je la laisse comme ça dans un champ où n'importe qui peut la voler, n'importe qui peut la casser ou faire je ne sais quoi avec. Enfin, c'est complètement con, quoi. Bref. En tout cas, il veut présenter sa meuf. Elle ne répond pas, donc personne ne le croit. Et d'ailleurs, c'est un peu un des fils rouges de la série, c'est que jusqu'au bout, personne ne le croit, jusqu'à ce que, bah, en fait, la seule personne qui puisse les sauver, c'est justement sa meuf à l'autre bout du fil. Bref, c'est un petit peu gros, hein, qu'il y ait que elle qui ait la réponse à comment. Parce que je crois que c'est un truc de mathématiques ou je ne sais plus quoi. Mais bon, tu te dis qu'il y ait qu'une gamine de 15 ans qui ait la réponse de comment sauver tout le monde. C'est quand même un peu gros. C'est quand même un peu gros, mais bon, faut pas oublier qu'on est dans une série pour adolescents. Bon, on peut l'accepter, mais quand même, tu te dis, sur tous les gens qui sont présents, voilà, c'est elle qui a la réponse. Alors que Nancy, quand même, elle est quand même décrite au départ comme étant la petite intello, la petite richou et tout ça. Donc techniquement, elle devrait avoir des connaissances aussi, quoi. Mais non, c'est une ado de 15 ans qui va sauver tout le monde. Bref. Mais du coup, Dustin, sur son histoire, bon bah lui, il est au début, bah voilà, il fait pas grand-chose, hein, voilà, jusqu'à ce que il entende un appel des Russes, enfin, il intercepte plutôt un code secret des Russes, et du coup, il va partir avec Steve, puis Robin, dans comment dire le déchiffrage du code et puis bon bah voilà au fil de la saison ils vont essayer de stopper les Russes et c'est un arc que moi j'aime plutôt bien voilà j'aime bien il y a des moments qui sont un petit peu gros hein, quand même t'as quatre gamins Steve et Robin, ils doivent sûrement être un peu plus de majeurs, tu vois. Mais bon, voilà, ça reste quand même des gens très jeunes, voilà, qui arrivent quand même à se promener un peu comment ils veulent, comme ils veulent, hein, dans une, comment dire, dans un complexe russe. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est une série pour ados. Encore une fois, cette saison 3 est moins bien écrite que les deux précédentes, mais ça reste sympa à regarder. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est sympa à regarder. Parce que, en fait, c'est là, moi, où je trouve qu'il y a les enjeux les meilleurs. Parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment de question de relation amoureuse. Alors, il y aura un petit truc avec Robin et Steve, que moi j'ai beaucoup aimé. Euh, mais, euh, mais tu vois, par exemple, chez les autres, les relations amoureuses prennent plus d'importance que de sauver le monde. Tu vois, t'as limite l'impression que sauver le monde, c'est secondaire chez pas mal d'autres personnages. Alors que là, c'est plutôt l'inverse. Eux, ils sont vraiment investis, ils enquêtent vraiment, ils se mettent vraiment en danger. Bon, Hopper et Joyce et leur groupe, eux, ils sont vraiment en danger, mais parce qu'ils sont poursuivis par le russe. Mais bon, voilà, même poursuivis par le russe, t'as pas l'impression qu'ils se sentent tant en danger que ça. Le flagelleur mental, c'est pareil de son côté, bon bah il fait pas non plus grand chose. T'as quand même l'attaque dans la maison là qui est assez stylée, mais à part ça, bon bah voilà, il fait pas grand chose non plus, le flagelleur mental, donc voilà. Au moins, du côté des Russes, c'est plutôt sympa. Voilà. L'arc de Dustin, moi je l'aime bien. Déjà que j'avais bien aimé un peu son arc dans la saison 2. Bah, pour moi, Dustin, c'est dans cette saison 3, c'est quand même un des personnages qui restent les plus intéressants à suivre. Voilà. Ensuite, on a Lucas Sinclair. Bon, bah, alors Lucas Sinclair, c'est une catastrophe hein, parce que Lucas Sinclair ne va quasiment rien faire de la saison. Voilà, Lucas Sinclair, c'est le mec qui globalement passe son temps à être en couple, célibataire, en couple, célibataire, en couple, célibataire avec Max. Voilà, c'est toute sa vie depuis la fin de la saison 2. Voilà, donc
En fait, c'est ça le problème, c'est que autour de Lucas, il y a rien à raconter, vraiment. C'est, quand, Elf elle quitte Mike, ben, Max elle quitte, Lucas. Bon, je crois qu'elle le repousse un peu plus tôt. Heu et puis bon, bah, voilà, lui, Lucas en fait, il est juste là pour donner des conseils de couple par rapport à son expérience avec Max, sauf que Max, elle est un peu chelou, mais voilà. Et en fait, il sert qu'à ça, à donner des conseils de couple. Voilà. Des conseils de couple pour un mec qui a qu'une seule expérience. Donc, donc voilà, c'est et puis vraiment, hein, il fait pas grand-chose de plus. Alors oui, forcément, quand il y a des moments de danger, que le groupe est attaqué, il va aider le groupe, hein. Mais je veux dire, en termes de choses à raconter sur lui-même, sur son personnage, bah, il y a rien. Il y a vraiment rien de chez rien. C'est juste le mec qui donne des conseils à Mike parce que bon, bah, voilà, avec Max, il a l'habitude, hein. Il se fait quitter, puis il se remet en couple. Il est quitté, couple, bref. Bah, Lucas, bon bah, Lucas c'est quand même un truc en dents de scie, c'est que dans la saison 1, je l'ai détesté, dans la saison 2, je trouvais plus intéressant, et dans la saison 3, bon bah, il sert plus à rien, donc c'est un peu triste pour lui. Ensuite, Nancy Wheeler. Bon, Nancy Wheeler, c'est plutôt sympa en vrai dans cette saison, puisque bon, elle travaille dans un journal où elle est maltraitée parce que c'est une femme. Alors maltraitée verbalement, ce qui reste quand même grave, hein. Mais voilà, et puis c'est assez logique, hein, on est dans les années 80, c'est pas non plus une période où les femmes étaient aussi libres de dire et faire tout ce qu'elles veulent comme aujourd'hui. Même s'il y a quand même des nuances, hein. On le voit avec les streameuses ou les femmes qui parlent sur Internet, ou voilà. Mais je veux dire, comparé à ces époques-là, c'est quand même un petit peu mieux. Et donc voilà. Donc là, tout le monde se fout de sa gueule, voilà, personne la prend au sérieux. Du coup, quand des choses bizarres se passent avec un appel qu'elle reçoit, elle décide d'aller enquêter d'elle-même. Voilà, bon, enquête qui va mener justement à retrouver le groupe de Mike et tout, puisque ben, la piste qui suit des rats vont les mener au flagelleur mental et donc bah, par extension au groupe de Mike. Mais j'ai bien aimé son écriture, puisque bon, bah, on a arrêté l'école, donc maintenant elle travaille. Et dans son travail, on voit comment sont traitées les femmes à l'époque, hein. Elle est là pour servir le café et fermer sa gueule. Enfin voilà, c'est horrible pour elle. Mais malgré tout, elle va quand même surpasser les règles, elle va enquêter et elle va mettre le point justement sur bah, tout ce qui se passe réellement que bah, les hommes qui travaillent avec elle ne veulent pas voir, ne veulent pas écouter parce que eux ils trouvent qu'elle est ridicule. Voilà, principalement parce que c'est une femme. Et du coup, c'était plutôt intéressant, tu vois, c'est pas aussi abusé que d'autres personnages. Et c'est plutôt logique avec l'époque, avec ça. Surtout que le personnage qui bully le plus Nancy, j'ai fait une diapo sur lui parce que moi, il me fait penser à quelqu'un, vous me direz si vous aussi. Bref. Mais en tout cas, j'ai plutôt bien aimé. Je la trouve pas aussi intéressante que dans la saison 1. Pour moi, la meilleure Nancy, c'était dans la saison 1. Elle était vraiment géniale avec une belle évolution. Voilà, de la petite Richou protégée à une meuf, hein, plutôt badass. Mais, euh, mais là, bon, bah voilà, c'est pas aussi fort comme écriture, mais je trouve que son arc est plutôt sympa. Ensuite, Jonathan Byers, bon bah lui c'était un peu une déception aussi dans les premières saisons. Enfin, même la saison 2, il avait déjà un peu perdu en importance, mais là il en a encore plus perdu d'importance puisque bah, globalement il travaille au même endroit que Nancy dans un journal et pour lui ça fait plutôt sens de travailler ici puisque bah, globalement depuis la première saison on voit que la photographie c'est son délire. Du coup il est photographe dans un journal donc bah, ça fait totalement sens. Le truc, c'est que ben, il est limite un peu comme les autres. Comme lui, c'est un homme, bah, du coup, il est apprécié. Donc, bah, il a du mal également. Alors, bien sûr, il se comporte pas comme les autres avec Nancy, mais il a quand même du mal à totalement suivre Nancy. Alors, il va quand même le faire parce qu'il l'aime et voilà. Mais voilà, lui, il est dans son travail, il est à fond, puis il va rester pépère parce qu'il veut pas se faire virer, machin. Bon, au final, les deux seront quand même virés de leur job. Mais, euh, mais voilà. Et du coup, en fait, Jonathan, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, ça va juste être dans cette saison le mec qui suit Nancy. Et c'est tout. C'est-à-dire que Nancy a dit, vas-y, j'ai reçu un appel bizarre là sur des rats chelous et tout.
vas-y, on y va. Du coup, il y va. Et puis après, il fait, oui, mais attends, vas-y, on va aller faire ça. Bon, ok, vas-y, je te suis, on va faire ça. Et puis, et en fait, il ne fait rien de lui-même. Voilà, c'est juste, je suis Nancy qui a les idées, qui réfléchit, machin. Et c'est un peu dommage parce que bah, Jonathan, c'était pas forcément ça les saisons précédentes, que c'était vraiment le grand frère protecteur ou le mec amoureux protecteur, le petit chevalier blanc. Bah, là, c'est juste le mec qui suit sa meuf dans ce qu'elle a envie et puis c'est tout, quoi. Donc c'est un peu dommage. Bon, Karen Wheeler, il n'y a pas grand-chose à dire, mais ils ont quand même rajouté des petites nuances par rapport aux deux premières saisons, parce que dans les deux premières saisons, on voyait que bah, plus le temps passait, plus elle était agacée par son mari, mais il se passait pas grand-chose, parce que son mari, c'est juste le mec qui fout rien, qui sert à rien. Voilà, c'est le père qui est présent et absent en même temps. Euh, et, euh, et du coup, bon, bah voilà, c'est pendant deux saisons, ça a été juste la même chose de son côté. D'un côté, soit la maman qui réconforte ses enfants, soit la femme un peu saoulée par son mari. Et dans cette saison, voilà, on l'a fait évoluer un peu plus. Alors, on ne la voit pas pendant toute la saison de mémoire, mais les parties où du moins elle a de l'importance, j'ai trouvé ça plutôt bien. Parce qu'en gros, elle est arrivée à un stade où elle en peut plus de son mari et où elle est prête à passer à autre chose, entre guillemets. Puisqu'on le voit avec la fin de la saison 2 où Billy vient chez elle, il commence à moitié à la draguer quand tu lui dis qu'il cherche Max et tout ça. Et du coup, ben, tout ça continue dans cette saison. Tous les deux continuent à flirter et tout dans leur coin. Et du coup, elle est même quasiment prête à avoir un rendez-vous. Voilà, on sait où ça va mener avec Billy. Jusqu'à ce que, ben, en fait, elle se rende compte que, bah, certes, son mari, il sert à rien, très clairement. Mais ben, il y a quand même la petite. Alors, il y a aussi Mike, hein, Nancy, mais à ce moment-là où ils sont pas là, ils sont dans leurs enquêtes, dans leurs trucs. Et en fait, bah oui, à ce moment-là, elle voit sa fille dormir avec son père, et puis elle se dit, ouais, quand même, bah si je me tape Billy, bah j'ai des chances de détruire ma famille. Même si je m'entends plus avec mon mari, ben c'est aussi mes enfants qui vont en payer le prix. Et j'ai trouvé toute l'écriture, voilà, autour de Karen plutôt sympa. Encore une fois, elle reste pas hyper longtemps en tant que personnage assez intéressant, quoi, parce que une fois que Billy la repousse, ben on la voit quasiment plus. Mais quand même, le peu où elle est là, j'ai trouvé que ça faisait le taf, toute la réflexion entre cette femme qui en peut plus de son mari, mais qui revient en arrière parce que bon bah voilà, elle veut pas non plus détruire la vie de ses enfants. J'ai trouvé ça plutôt cool. Ensuite, on a Will. Will, bah, pendant la série, c'est pas ouf. Pareil. Je ne saurais pas comment décrire Will, mais globalement, c'est le mec qui, euh, qui peut juste prévenir que le flagelleur mental est pas loin. C'est-à-dire qu'en fait, quand le flagelleur mental est proche, il a le speeder sense qui s'active, parce que très clairement, c'est comme le speeder sense. Et voilà, le truc qui s'active, et il sait que le flagelleur mental est pas loin. Et en fait, Will ne sert qu'à ça. Voilà, il ne sert pas à grand chose. Et encore une fois, c'est là où on voit qu'on a changé d'époque en termes de production. C'est juste que d'un coup, on te balance dans une phrase que Will est homosexuel, mais on ne raconte pas d'histoire autour de ça. C'est-à-dire que ben, tous les autres qui sont hétéros, ils ont droit à leurs histoires d'amour, mais lui, que dalle. Et en plus, encore une fois, on te sort ça comme ça d'un coup. Juste, voilà, bon, bah toi t'es gay, tu t'intéresses au mec, voilà, et puis c'est tout. Et alors que moi, j'aurais aimé, tu vois, qu'on nous installe un vrai truc. Qu'on nous dise, bon, bah voilà, euh, tu vois, même pas forcément qu'on nous le dise, mais qu'on nous le montre, tu vois, qui regarde d'autres garçons, qui, tu vois, qui y a un truc, parce que quand tu regardes le Will d'avant jusqu'à maintenant, il t'a aucun indice qui te dit qu'il peut être homosexuel. Je veux dire, voilà, quand il est gamin, bah, c'est juste le gamin qui s'est fait kidnapper, donc du coup, dans la saison 1, tu le vois quasiment pas. Dans la saison 2, bah, justement, c'est le personnage qui refuse de grandir. Voilà, et je pense pas que revenir de grandir, c'est un signe d'être homosexuel, ça n'a aucun sens. Même si,
J'ai un de mes meilleurs amis qui refuse de vieillir et qui est homosexuel, mais bon, je pense pas que ce soit la caractéristique des homosexuels, hein, parce que je connais aussi d'autres personnes qui refusent de vieillir et qui ne le sont pas. Donc voilà. Et voilà, c'est juste le mec qui veut pas grandir, alors que les autres, bah voilà, ils commencent à tomber amoureux, à avoir des relations, tout ça. Et lui, bon, bah, il en est juste au stade où, bon, bah, moi, je viens de revenir dans le vrai monde. Moi, je veux juste qu'on s'amuse à nouveau comme quand on était plus jeune, et puis c'est tout. Et du coup, le personnage de Will était incroyable dans la saison 2. Là, c'est juste un radar à monstres, voilà, on pourrait l'appeler comme ça, le radar à monstres, c'est-à-dire qu'il ressent la présence des monstres, et puis c'est tout. Voilà. Et puis, bon, bah, d'un coup, on te dit, bon, il est gay, et puis on fait rien avec. Et ça, moi, c'est le truc qui m'agace dans le wokisme, c'est que, en gros, c'est que on te dit ces choses-là, histoire de dire, voilà, on a un personnage pour faire plaisir que t'es homosexuel ou LGBT, mais on ne fait rien d'intéressant avec. Et c'est très souvent le cas. C'est très souvent, on te dit, hey, regardez, on a mis un homo, on a mis une lesbienne, on a mis un truc pour faire plaisir à la communauté LGBT, mais en même temps, on n'écrit rien d'intéressant avec. Alors peut-être qu'il sera mieux travaillé en saison 4, mais ça n'empêche que là, ici, il y a que dalle. On te le dit, mais on n'écrit rien autour de ça. C'est-à-dire qu'on aurait pu rajouter un personnage masculin, tu vois, qui aurait pu être son crush, et puis vraiment nous montrer les choses avec un développement, un rapprochement, quelque chose, au lieu de juste nous dire, bon bah voilà, il est gay, puis on s'en fout. C'est clairement ce que fait cette saison 3. Bref. Ensuite, on a Steve Harrington. Donc Steve Harrington qui est plutôt pas mal dans cette série. Alors il y a un moment moi qui m'a beaucoup touché, mais bon voilà. Alors en gros pendant l'été, voilà, il travaille dans une sorte de truc dans merde, un magasin de glace quoi, avec Robin. Et quand il a toujours un lien avec les gamins, surtout Dustin, et du coup, ensemble, ils vont décider de déchiffrer le code que Dustin a trouvé, de stopper les Russes. Voilà, il va même se faire torturer pour avoir des informations quand lui et Robin se font attraper par les Russes. Bref, t'as un épisode quasiment où les deux sont totalement groggy parce qu'on leur a mis du sérum de vérité ou je ne sais quoi, qui est assez marrant. Et d'ailleurs, c'est la scène où il va avouer ses sentiments à Robin et où Robin, voilà, va entre guillemets, le repousser en disant que voilà, que bah, elle peut pas parce qu'elle est lesbienne. Et là, j'ai trouvé que c'était déjà un peu plus intéressant que dans le cas de Will, parce que bon bah déjà, c'est vrai que Steve, ça a été le beau gosse, voilà, qui sortait avec la meuf la plus jolie du lycée, tout ça, et qui se retrouve avec une fille qui est hyper jolie, parce que bon bah c'est Maya Hawke, et qui tu remarques déjà qu'elle ne s'intéresse pas forcément à lui plus que ça. Voilà, tu sens qu'il y a une alchimie qui s'installe, mais pas forcément une alchimie amoureuse, même si ça peut des fois être la frontière peut être assez mince entre les deux. Voilà, parce que moi j'ai une amie où on a un peu ce genre de relation où on aime bien se clasher, tout ça. Et pendant pas mal de temps, des gens pensaient qu'on était en couple, alors qu'en fait pas du tout. On est juste des amis de plus de 10 ans. Voilà, je crois que ça fait 11 ans, on a vu ça il y a pas longtemps, que ça faisait 11 ans la première fois qu'on s'est rencontrés. Donc voilà. Et c'est pas parce que bah, on est proche, tu vois, que t'es un homme et une femme qu'on est proche, qu'on se taquine un peu, qu'on est forcément en couple ou qu'on est forcément intéressé. Voilà, ça a pas de sens, hein. Surtout que bon, moi j'aime bien taquiner la plupart de mes amis filles, tout comme je taquine mes amis garçons. Est-ce que ça veut dire que automatiquement je suis amoureux de toutes les meufs de mon groupe et tous les mecs de mon groupe? Bah non, ça n'a aucun sens de se baser juste là-dessus pour dire ah les machins ils ont l'air d'être amoureux. Parce que, ben, ouais, moi, avec cette pote-là, beaucoup de gens pensaient qu'on était en couple, alors que pas du tout. Voilà. Et en plus, à cette période-là, je crois s'était déjà mis en couple avec son copain actuel. Bon, qui sera bientôt plus son copain, mais, mais voilà. Donc, tout ça pour dire que, voilà, être proche et se taquiner, ça veut pas dire qu'on est intéressé ou qu'on est en couple. Ça veut juste pouvoir dire qu'on s'entend très bien avec la personne, et puis, bah, comme on dit, qui aime bien châtie bien.
Et voilà. Donc on remarque déjà qu'elle s'intéresse pas plus que ça à lui et hem petit à petit leur relation évolue quand même, où ils s'entendent de mieux en mieux, heu bon, bah, quand il lui annonce qu'il est intéressé par elle, elle, voilà, elle explique, la relation autour d'une fille en disant: «Voilà, moi je te détestais parce que, bah, cette fille-là, elle voyait que toi alors que je voulais qu'elle me voie moi» et puis tu vois? On n'a pas besoin de grand chose, non plus, mais tu vois, on te rajoute quand même une petite histoire, histoire de te dire: «Bon, bah, voilà, pourquoi est-ce que moi je m'intéresse pas à toi?» Bah, tout simplement parce que je m'intéresse aux filles et surtout, bah, je m'intéressais aux filles qui s'intéressaient à toi et c'est pour ça que je te détestais encore plus que que le petit connard que tu étais. Voilà et du coup, c'est un peu plus intéressant et moi, j'avoue que cette scène-là, elle m'a un peu touché du côté de Steve quand tu vois sa réaction. Tout simplement parce que, bah, ce qu'il a vécu lui, moi je l'ai déjà vécu aussi. Ça veut dire que, bah, je suis déjà tombé, alors j'irai pas jusqu'à dire amoureux, mais j'ai déjà eu de l'attirance pour des filles où j'ai appris au final qu'elles étaient lesbiennes. Donc forcément, où il pouvait clairement, rien se passer et du coup, bah, la scène elle a plutôt bien marché sur moi parce que, ben, quand tu as vécu la chose, bah, du coup, tu comprends la détresse un peu du personnage. Parce que quand c'est juste une fille hétéro et qu'elle te dit: «Bon, bah, non, je suis pas intéressé» ou quoi que ce soit, bon, bah, je trouve que c'est moins, mmh, ouais, non, je ne vais pas dire jusqu'à ce que c'est moins perturbant, mais ou que la personne te dit qu'elle est en couple, mais qu'elle est hétéro, tu vois? Tu as toujours ton cerveau qui se dit toujours: «Bon, bah, il y a peut-être un espoir que plus tard ou que le couple» alors moi, je me suis jamais dit ça parce que moi, quand une fille me dit que je suis en couple, je préfère me dire: «Bon, bah, allez hop, on laisse tomber, on va voir ailleurs». Mais je sais qu'il y en a qui se le disent, hein, je connais un gars, il est resté, quasiment plus de 10 ans, avec, l'idée dans la tête de pouvoir sortir avec une fille, parce que cette fille était en couple pendant, presque 10 ans, quoi. Donc je sais qu'il y a des mecs qui pensent comme ça. Moi, en général, si je suis intéressé par une fille qui me dit: «Je suis en couple», bon, bah, c'est bon, 2-3 jours après, c'est bon, j'ai oublié et puis je enfin, entre guillemets, «je passe à autre chose». Pour ça, il faudrait quand même rencontrer d'autres gens, mais voilà. Je reste pas focus sur une personne pendant des années, une fois que la personne m'a dit qu'elle était en couple ou qu'elle était pas intéressée. Mais on sait qu'il y en a qui restent focus à mort, sur ces personnes-là. Alors comment une personne qui est lesbienne, tu sais qu'elle sera jamais, jamais intéressée par toi parce que, bah, les mecs ça l'intéresse pas. Donc je trouve que c'est encore un peu plus dur à prendre en compte parce que, bah, vraiment là tu te dis l'espoir il est, il est à 0%. Il y aura jamais rien. Il y a même pas le petit espoir de se dire: «Bon, bah, peut-être qu'un jour il se passera un truc». Non, c'est vraiment c'est terminé, c'est un peu plus douloureux, même si bon, moi les fois où ça m'est arrivé, bah, ça fait le même système que quand les gens sont en couple, c'est bon, bah, voilà, 2-3 jours après c'était oublié et puis voilà. Mais je comprends la détresse, du personnage, qui est intéressant. Puis en plus, même lui, il passe très vite, à autre chose, voilà, ils en blaguent et puis voilà. Donc le personnage de Steve, je trouvais plutôt cool. Je trouvais que dans la saison 2 il servait à rien. Dans la saison 3 bah, d'un coup, il a pris un peu plus, d'intérêt, je trouve. Ensuite, Max. Alors Max, personnage sûrement le plus horrible de la série, parce que, bah, en fait, Max est passé d'une petite gamine, gameuse, voilà, qui va, découvrir, le monde à l'envers et ses créatures et tout ça, à juste, une, ultra féministe, casse-couille, et waouh, tu dis: «Mais waouh, comment on en est arrivé là?» C'est n'importe quoi parce que vraiment on est passé quasiment d'une meuf, qui, ne supporte pas les mecs. Alors bon, qui passe son temps à sortir, quitter, sortir, sortir, quitter, son mec et tout, heu et voilà et puis qui fait la leçon sur les mecs, voilà, en critiquant tout le temps les mecs, enfin, bref, tu vois, tu limite on se rapproche petit à petit d'un discours misandre, voilà, on n'en est pas à ce point-là parce que sinon elle se taperait pas un mec, enfin elle sortirait pas avec un mec, mais quand même tu dis, son discours il est juste insupportable, il est chiant. Moi qui adore cette actrice, parce que c'est vraiment une très très bonne actrice, tu te dis: «Mais comment on en est arrivé là?» Pourquoi son personnage alors oui, techniquement elle a un personnage
un peu rebelle et tout ça, sauf qu'elle est rebelle parce que bah, elle vit avec un frère violent et tout ça. Et du coup, ben, ça a un impact sur son comportement à elle. Sauf que bah là, c'est plus le cas. Son frère, entre guillemets, elle s'en est débarrassée, du moins du côté toxique que son frère il a sur elle. Donc elle a plus de raison d'être une connasse. Et pourtant, elle est devenue encore pire que dans la saison 2. Et encore une fois, dans la saison 2, elle avait des raisons. Là, elle a même pas spécialement de raison. C'est juste d'un coup, c'est dit, allez hop, on va faire des discours féministes, on va taper sur la gueule des mecs, et on va faire ça avec Max. Parce que bah, ouais, faut bien choisir une femme qui porte ce rôle-là. Et moi, je trouve que bah, ça ne fait absolument pas sens avec ce qu'elle était dans la saison précédente. Et surtout, bah, pourquoi en fait? Pourquoi d'un coup on nous fout des discours féministes de merde dans cette série-là qui restait pendant les 2 premières saisons quand même en dehors de tous ces propos-là. Et voilà. Mais pourquoi? Bah, simplement parce que quand la série a commencé, bah, le wokisme n'était pas encore aussi important dans le cinéma américain. Parce que le wokisme a à peu près commencé à l'époque où a commencé Stranger Things. Sauf que bah, à cette époque-là, ça n'avait pas autant d'importance que bah, à partir de l'arrivée du Covid. Donc voilà. Mais là, tu sens que voilà, Netflix ben, se met à faire du Netflix, hein, et enfin du moins du Netflix des années 2020, et bah ça devient insupportable. Et Maxine, que j'aimais beaucoup dans la saison 2 parce que son personnage était vraiment cool, il avait des raisons d'être tel qu'il était, bah là, ça devient n'importe quoi. Surtout qu'elle passe son temps à cracher sur les mecs. Et pourtant, elle reste avec un mec. Tu dis, bon, bah, au bout d'un moment, si les mecs, c'est tous des merdes, qui sont pas intéressants, bah, deviens lesbienne, en fait. Voilà, va voir des meufs. Pourquoi tu restes avec des merdes si ça te fait chier? Enfin, je comprends pas le perso, il a aucun sens. Enfin, voilà, il est devenu hyper chiant à regarder. Euh, alors qu'encore une fois, on a sûrement une des actrices les plus douées de la génération après la mienne. Et pourtant, bah voilà, on en fait ça. C'est hyper dommage. Bon, William Hargrove, du coup, Billy, le demi-frère de Max, euh, lui, j'ai plutôt bien aimé. Je dirais pas jusqu'à dire que c'était absolument génial, mais j'ai plutôt bien aimé. Voilà, on ressent toujours de la tension de son côté. Bon, d'abord, c'est plus de la tension sexuelle du côté de Karen dans le premier épisode, quoi. Enfin, même du côté de toutes les femmes, hein, tout le monde le regarde et tout. Enfin, c'est marrant. Et, euh, et du coup, bah voilà, il va être l'hôte principal du flagelleur, dans le sens où voilà, le flagelleur va lui donner la mission de contrôler plein d'autres gens, enfin voilà, d'arrêter les gens pour devenir plus puissant. Voilà, donc c'est le bras droit du flagelleur mental. Bon, il n'a pas vraiment le choix, mais il le fait quand même. Et, euh, et voilà, et c'est en fait, parce que toute la saison, voilà, il va avoir son rôle hyper dangereux, tout ça, jusqu'à la fin, avec quand même une mort plutôt sympa, puisque voilà, il a un peu sa rédemption dans la mort, un peu, non, je dirais pas la chose, je pensais à un personnage de Percy Jackson, mais si vous avez jamais lu Percy Jackson, ça vous spoilerait totalement la fin du livre, donc je ne dirais pas qui. Mais voilà, ça me faisait penser à un perso de Percy Jackson. Euh, voilà, où tu as aussi un épisode de Primeval, voilà, où tu as un personnage voilà, qui résiste à un contrôle mental et qui en meurt tout. Euh, bref, tout ça, c'est des morts qui sont plutôt intéressantes, parce que ces gens ils deviennent un peu tarés, un peu dangereux, mais au fond d'eux, ils essaient quand même de lutter et tout ça. Et, et c'est plutôt pas mal. Bon, du côté de Billy, c'est plus intéressant parce que du coup, il garde son côté violent et tout. Euh, voilà, donc comme il s'est pris une rouste par les gamins et par, non pas Jonathan, par Steve dans la saison précédente, du coup, bah, dans cette saison-là, il peut plus s'en prendre aux gamins de lui-même, donc bah voilà, contrôlé par le flagelleur mental, il peut se remettre à faire des dingueries, et ça c'est plutôt cool. Surtout que le mec il est beau gosse, il a vraiment un charisme de mec hyper dangereux, tu vois, je le trouve même plus charismatique que le russe qui poursuit Hopper et tout ça. Lui, il a vraiment un truc, hein, cet acteur, franchement, il pourrait très très facilement
jouer le méchant d'un film d'action, hein, sans hésiter, hein. Moi, je suis producteur, franchement, je le prends en méchant, tu vois, un peu le méchant, tu vois, pas forcément, bon, en plus, il se bat bien, mais tu vois, un méchant qui utilise d'abord ses charmes, la séduction, avant d'utiliser la violence pour battre ses ennemis, mais ce serait tellement stylé, et puis avec la gueule qu'il a, il peut très facilement faire ce genre de méchant, enfin, franchement, le cinéma américain, donnez-lui des rôles de méchants parce que vraiment, il a la gueule, il a le charisme, il a ce qu'il faut pour, hein, donc voilà, redonnez-nous des vrais méchants charismatiques qu'on avait avant dans le cinéma parce que c'est de moins en moins intéressant les méchants aujourd'hui. Que en vrai, de ces dernières années, franchement, j'ai pas vraiment de méchants marquants du cinéma. Et même dans les films que j'ai trouvés les plus cool, bah, pas vraiment de méchants marquants. Tu te regardes le robot sauvage, le méchant est pas spécialement marquant, parce que bon, on s'en fout un peu, le méchant est là que dans les 15-20 dernières minutes. Tu regardes, bah, moi j'ai adoré Gardiens de la Galaxie 3, mais le méchant est pas aussi iconique que Thanos, hein, voilà, d'ailleurs de l'histoire. On retient plus sa cruauté, plus que son charisme ou son habilité à se battre ou quoi que ce soit. Et pour moi, juste la cruauté, c'est pas assez. C'est-à-dire que l'arc, tout ce qui touche à Rocket, c'est hyper touchant. Moi, j'ai pleuré des milliers de fois devant les scènes de Rocket. Mais j'ai pleuré parce que, bah, plus par rapport à Rocket que bah, le méchant, parce que le méchant, en soi, j'en avais pas grand-chose à faire. Voilà. Mais c'est vrai que quand on regarde, hein, j'essaye de réfléchir, mais j'ai pas de méchants qui m'ont marqué ces dernières années. Voilà. Donc essayez quand même de nous remettre des méchants marquants, ce serait cool, s'il vous plaît. Voilà. Mais pour terminer avec Billy, du coup, en fait, pour moi, dans cette saison, il représente ce que Steve aurait dû représenter dans la saison 2. C'est-à-dire que Steve, à la base, c'était le connard dans la saison 1 et qu'on a fait passer pour un héros dans la saison 2. Pour moi, enfin non, c'est même plutôt dans la saison 1. Pour moi, Steve, au lieu de survivre et devenir un héros, pour moi, Steve aurait dû mourir à la fin de la saison 1 et mourir un peu en héros avec un mini moment de rédemption où il aurait sauvé Nancy et Jonathan. Et ça aurait été très bien. Le truc, c'est qu'ils l'ont pas fait, ils l'ont laissé en tant que héros. Et dans la saison 2, très clairement, Steve, il n'y avait rien à raconter. Heureusement, il y a eu un peu plus de trucs à raconter en ramenant Robin dans la saison 3. Mais il faut quand même se l'avouer que dans la saison 2, c'était pas ouf. Et Billy, pour moi, bah, justement, il a ce développement que Steve n'a pas eu. C'est-à-dire que ça a été une ordure, c'est resté une ordure, et il va mourir, voilà, en ayant ce petit moment avec Max qui est plutôt touchant. Et c'était, moi je trouvais ça plutôt cool. Voilà. Et comme ça, bah, on n'en fait pas ensuite un héros, un gentil. Voilà, non, c'est une ordure, ça reste une ordure, et il meurt comme une ordure, même s'il y a le petit moment touchant avec sa sœur. Pour moi, c'est ce qu'ils auraient dû faire avec Steve. Voilà, que ce soit une ordure, il meurt en ayant sa rédemption, parce que bon, bah, ses sentiments envers Nancy fait que voilà. Et ça aurait été pour moi le truc parfait pour Steve. On n'aurait pas eu cette saison de flou où il ne sert pas à grand chose narrativement. Bref. Ensuite, Murray Bowman. Bon, Murray Bowman, le perso est sympa sans plus. Je sais pas, c'est pas mon perso préféré de la série, hein, mais bon voilà. Il a quand même une utilité parce que bah, lui il comprend le russe. Donc globalement, Hopper et Joyce vont venir le voir pour comprendre ce que le russe il dit. Normalement, ce sera la diapo d'après, le russe. Euh, et, euh, et en fait, bah, il sert qu'à ça, en fait, c'est un traducteur. Voilà, un traducteur qui va causer la mort du russe, hein. Voilà, donc le mec est pas si utile que ça. Enfin, si, il est utile parce qu'il traduit le russe et du coup, ça permet de comprendre le plan des méchants, où sont les machines, machin, comment stopper le rayon, enfin, tout ça. Mais en même temps, voilà, il n'y a pas beaucoup plus de développement, quoi. C'est juste un traducteur qui va très bien s'entendre avec le russe. Et puis, bah, c'est tout, en fait. Voilà, alors forcément, il va les aider sur la fin. Mais ce que je veux dire, c'est que, ben, en dehors du rôle de traducteur, ben, il n'aura pas servi à tant de choses que ça. Bon, à la fin, il va quand même un peu faire des petits trucs.
voilà, en suivant le plan du Russe, mais c'est tout. Voilà, donc bah, hyper intéressant. Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est un peu l'acte manqué au scénario où j'aurais trouvé très amusant que justement Bowman il parle de la venue de Nancy et Jonathan chez lui. Tu vois, en disant Joyce, quand ton fils il est venu ici, je l'ai aidé à se mettre en couple avec Nancy, enfin, à assumer ses sentiments. Donc au bout d'un moment, si je l'ai fait avec ton fils, maintenant je vais le faire avec toi. Tu vas assumer tes sentiments envers au peuple, tu ne pas nous casser les couilles pendant toute la fin de la saison. Merde. J'aurais aimé qu'on ait une petite scène comme ça, voilà, parce qu'au moment, elle est un peu casse-couille la meuf. Mais non, le gars est sympa, mais sans plus. Voilà, il a une utilité parce que bon bah sans lui, s'il peut pas traduire le russe, bon bah voilà, Hooper et Joyce, leur arc avance pas. Mais en dehors de ça, bon bah il fait pas grand-chose non plus. Alexei, joué par Alec Utgoff, voilà, parce que c'est la première fois qu'on le voit. Personnage plutôt sympathique. Je veux dire plutôt sympathique, hein, voilà. Ce qui est bien, c'est que c'est pas le cliché du russe. J'ai pas mis de diapo sur celui qui poursuit Hopper et tout, mais lui, c'est vraiment le cliché, du cliché, du cliché. C'est une catastrophe. Quand même, le mec, il se prend des coups dans la gueule, il se prend un coup de marteau dans le genou, il se prend des trucs. Et non, le mec est toujours là, hyper badass, et puis je vais casser les gueules à tout le monde. Enfin, une catastrophe ce perso. Mais Alexei, lui, il est plutôt cool, voilà. Il veut pas mourir, donc bah, il balance tout sur, sur son peuple, hein. Voilà, et c'est assez sympa. Voilà, c'est un peu un russe sympathique, et qui, malheureusement, le seul aspect que j'ai pas trop aimé de lui, c'est sa mort, parce que sa mort est totalement un copier-coller narrativement, enfin narrativement et même visuellement, de la mort de Bob. Je m'explique. Euh, on est dans une situation où tous les personnages présents dans les scènes sont en danger. Voilà, d'un côté, on est au labo où il y a les démo-chiens, là, et du coup, tout le monde est un peu en danger, et le personnage euh, de, de Bob doit réactiver, euh, je sais plus, le réseau ou une connerie du genre, parce que bah, c'est le seul à connaître les codes, les machins et tout ça. Ici, on se retrouve avec des personnages qui sont en danger, puisqu'ils sont poursuivis par un tueur à gages, et que Alexei est important parce que bah, il possède toutes les connaissances bah, de la création du rayon et tout ça fait par les Russes. Donc on est sur deux personnages très importants dans la scène, tous les deux entourés d'un danger, euh, pour l'un plus visible que l'autre à ce moment-là. Mais ce qui se passe, c'est que d'un côté, Bob va réussir sa mission et il va réussir plus ou moins à survivre au démo-chien. Du côté d'Alexei, on est un peu sur la même chose, c'est que il va partager toutes ses connaissances autour de la machine et tout ça, du complexe des Russes et tout, qui va être complété parce que le groupe de Dustin ont réussi à faire. Euh, et, euh, et voilà. Et pareil, en survivant à un certain danger, puisque bah, plusieurs reprises, voilà, le russe est sur leur dos. Puis on a la mort. Ce qui veut dire qu'on a la mort, c'est-à-dire que pour Bob, c'est ce moment où il arrive à s'échapper des démos-chiens, qui se trouvent juste en face de Joyce, qu'ils ont un petit sourire ensemble, voilà, en mode hey, on est là, on a survécu, et paf, il se fait dégommer par les démos-chiens. Pour Alexei, on est dans un truc très similaire. Les persos sont à la fête foraine, on leur dit de rester dans la voiture, mais finalement, ils décident d'aller s'amuser avec Bowman, enfin Bowman le pousse même à aller s'amuser, voilà, à se détendre, parce qu'ils font pas attention au danger. Comme Bob n'était pas resté, comment dire, attentif au danger des démos chiens qui y avait encore. Et bah, du coup, voilà, ils vont s'amuser et tout. Et ce moment où Alexei retrouve Bowman dans la fête foraine, qui pareil, ils sont face à face, grand sourire et tout ça, très content de se revoir.
Et là, bon, bah, t'as le russe qui passe, boum, qui lui met une balle dans le ventre, et puis bon, bah, le mec, il meurt de sa blessure. Donc c'est vraiment la même écriture, c'est vraiment quasiment les mêmes personnages. Bon, bien sûr, de travailler différemment, mais quand on met les deux en parallèle, bah, on se rend compte que, ouais, Alexei a beaucoup été écrit comme l'avait été Bob. Ce qui n'empêche pas que le personnage reste sympathique et sympa à suivre, mais, mais bon, bah, force est de constater que bon, bah, c'est un peu dommage que sa mort et tout ça soit écrit un peu de la même manière que celle de Bob. Bref. Ensuite, on a Erika Sinclair, jouée par Priya Ferguson, alors qui était déjà dans les saisons précédentes, mais qui était juste la petite peste, sœur de Lucas. Et ici, bon, bah, c'est toujours une petite peste, hein, je la trouve insupportable, je déteste ce personnage, mais maintenant elle a une utilité, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, le groupe Adustin, ils doivent passer par un conduit pour aller dans l'entrepôt des Russes, où ils déposent des cartons et tout pendant la nuit, et en fait, où ils veulent savoir ce qu'il y a dedans. Et, euh, et en fait, euh, personne d'entre eux, bah, ni Robin, ni Dustin ou Steve peut passer dedans, donc ils se disent, bon bah, Erika nous casse les couilles là à venir tous les jours pour goûter gratuitement des glaces, et ben on va la choper, on va la foutre dans le conduit, et puis voilà, on va être débarrassé, on va être tranquille. Et vraiment, c'est très clairement ce qu'ils font et ce qu'ils se disent. Et du coup, voilà, ils le font. Euh, bon, bien sûr, Erika, elle leur fait du chantage et tout ça, hein, fallait s'y attendre. Et du coup, elle devient un pilier du sauvetage contre les Russes, puisque bon, bah voilà, elle va survivre avec les autres. Parce que quand ils vont dans l'entrepôt, bah pouf, ils les emmènent direct au complexe, involontairement. Et du coup, bon, bah voilà, elle va découvrir un peu bah, tout ce que le groupe hein, de son grand frère fait depuis un petit moment. Donc voilà, donc personne qui va quand même avoir son utilité par rapport à sa taille plus qu'autre chose, hein, mais voilà, bon, qui reste dans la lignée de ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que avant, elle était très chiante, elle est toujours très chiante. En même temps, est-ce que c'est pas un peu le cas des petits frères, des petites sœurs, hein, quand on a cet âge-là, voilà, on trouve toujours de petits frères, petites sœurs casse-couilles. Bon, bah, là, c'est totalement son cas, hein, quoi. Elle est vraiment parfaite dans le rôle de la petite sœur, quoi. Et voilà. Et elle a son petite utilité de circonstance. Après, est-ce que fallait vraiment en faire un personnage quasi principal? Je ne sais pas. Mais je suis assez curieux de voir ce qu'elle deviendra dans la saison 4. Parce que qu'est-ce qu'on pourra raconter avec elle? Surtout ça qui est intéressant. Parce que là, globalement, on l'a ramenée dans les aventures parce que bon, bah voilà, il y a un obstacle. Et pour passer cet obstacle, elle est la seule à pouvoir passer dedans. Parce qu'elle est petite, elle est toute frêle. Donc, voilà. Mais dans la saison 4, qu'est-ce qui va justifier son évolution, ce qu'elle va faire ou quoi que ce soit? Je suis assez curieux. Ensuite, on a Heather Holloway, donc incarnée par Francesca Riol, je sais pas comment on prononce ça, qui est pas hyper un personnage hyper développé, c'est un personnage plutôt secondaire comme Alexei, mais en fait, quand j'ai vu le début de la série, je me suis dit, oh, un nouveau personnage, ça a l'air sympa et tout. Enfin, elle a l'air sympa. Et en fait, quasiment dès le premier, deuxième, non, plutôt deuxième épisode, tu as l'impression qu'elle se fait buter. Tu fais quoi? Pourquoi? Elle avait l'air cool comme perso. Et en fait, tu te rends compte que, bon, bah, en fait, comme Billy, voilà, elle devient l'instrument du flagelleur mental. Voilà, qui va s'en prendre à sa famille. La scène où elle dégomme son père est même assez stylée. Surtout que son père c'était un connard, donc bon, voilà, c'est pas non plus très grave. Mais voilà, j'ai plutôt apprécié le personnage, le peu de temps qu'il est là. Voilà, parce que bah, en fait, ça montre à quel point le flagelleur mental est méga puissant. C'est-à-dire qu'en fait, face à Billy, on voit pas d'évolution. C'est-à-dire que Billy, c'est une ordure, mais sous le flagelleur mental, c'est toujours une ordure. Alors que elle a l'air plutôt cool. Elle a même l'air très sympa, très gentille. Quand Billy va pas bien, tu vois, elle va pour tenter de l'aider, tout ça. Donc c'est que voilà, c'est comme quelqu'un de plutôt sympathique et qui pourtant, le fageur mental, va la pousser à dégommer sa propre famille pour avoir des soldats en plus. Donc ça montre à quel point le fageur mental a un pouvoir puissant,
même sur les gens qui ont l'air plutôt gentils. Voilà. Donc personnage, voilà, qui est pas non plus le plus développé, encore une fois, c'est qu'un personnage secondaire, mais qui est plutôt sympa. Ensuite, on a le maire Larry Klein, joué par Carrie Elwes, qui est plutôt sympa. Voilà, c'est typiquement, tu vois, le genre de personnes qui ont du pouvoir, qui cachent des secrets, qui sont un peu, voilà, imbus d'eux-mêmes parce qu'ils ont du pouvoir. Et bon, le personnage se fait punir assez violemment par Hopper. Mais voilà, personnage plutôt sympa, tu vois, qui pense qu'à sa candidature, à son truc. C'est typiquement, voilà, personnage qu'on peut voir régulièrement dans la fiction par rapport à des personnages voilà, qui veulent être élus dans tel ou tel truc. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus que lui, quoi. Voilà, c'est juste comment dire, le, le mec corrompu, mais enfin le mec qui a du pouvoir qui est corrompu. Techniquement, il y a un terme précis pour ça, mais bon, pas pour la corruption, mais par rapport à son poste. Euh, Bref, mais voilà, c'est le mec corrompu, voilà, par les Russes et qui laisse faire tout le bordel dans sa ville et qui du coup va en subir les conséquences. Donc ça c'est plutôt cool, voilà, très secondaire mais efficace. Ensuite on a Bruce Lowe incarné par Jake Busey. Donc lui je voulais en parler très très vite parce que c'est le gars qui travaille dans le journal. Alors il y en a plein qui travaillent dans le journal où il y a Nancy et Jonathan, mais c'est celui qui clairement harcèle le plus Nancy, hein, qui est le plus mauvais avec Nancy. Et moi, quand je le vois, il me fait penser à Trump. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi c'est vrai qui vous fait penser à Trump, parce qu'il est toujours dans la démesure. Tu sais, il a toujours, voilà, comme on voit sur la photo, une gueule, voilà, de taré. Franchement, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous fait penser à Trump, parce que moi, franchement, quand je le voyais, je voyais que ça, je n'arrêtais pas de voir Trump, je me disais putain, on dirait vraiment lui. Alors pas forcément, il a pas exactement la même tête, mais vous voyez, il a à moitié la même coupe de cheveux, il est tout le temps dans l'abus, machin et tout, comme Trump. Enfin bref, moi, il faisait beaucoup penser à Trump. N'hésitez pas à me dire si vous aussi. Et on termine sur Robin Buckley, incarné par Maya Hawke. Donc personnage plutôt sympa, voilà, j'ai eu peur d'être déçu par rapport à la qualité de la saison. Et finalement, le personnage de Robin est plutôt sympa. Voilà, c'est plutôt sympa. D'abord, étant décrit comme la collègue de Steve, qui doit supporter Steve, qui ne le supporte pas, puisque voilà, passe son temps à le critiquer, puis va petit à petit, voilà, se lancer dans le sauvetage du pays contre les Russes, et voilà, va avoir des petits moments sympas. Voilà, notamment le moment avec Steve que j'ai décrit tout à l'heure, où on apprend du coup elle est intéressée par les femmes et pas par les mecs, même comme Steve. Et je trouvais la scène très touchante. Leur amitié, elle est plutôt cool et bien écrite. Donc franchement, j'ai pas été déçu. Après, j'ai beaucoup parlé d'elle en parlant de Steve, donc on va pas aller beaucoup plus loin. Voilà. Mais même en termes d'acting, franchement, c'était très bien quand les deux sont défoncés par le sérum de vérité, c'est trop cool. Voilà, de toute façon, c'est une actrice qui est vraiment incroyable. Je la trouve même, je dirais même meilleure que ses parents. Moi, j'ose dire qu'elle est meilleure que ses parents. Voilà, qui ont quand même un gros calibre, hein, ses parents, hein, parce qu'on a quand même Ethan Hawke. Ethan Hawke, un acteur que j'aime bien, mais que je trouve pas non plus extraordinaire dans l'acting. En même temps, c'est un acteur qui joue beaucoup dans des films d'horreur et bah, le cinéma d'horreur, c'est pas celui où en général on, comment dire, on a la palette d'acteurs la plus développée, même si on peut quand même jouer des petites choses, mais c'est pas là où on te demande de faire des performances, hein. Je veux dire, quand on regarde les films primés, c'est rarement des films d'horreur. Je me doute bien qu'il y a des films d'horreur qui ont dû être primés dans l'histoire du cinéma, mais, euh, mais en général, c'est pas ce genre de cinéma qui est primé pour les meilleurs acteurs ou meilleurs films. Bref. Et sa mère, de mémoire, je crois que c'est Uma... Non, attends. Si, je crois que c'est Uma Thurman, sa mère. Enfin bref.
ses parents, c'est deux gros noms du cinéma, et je trouve que je trouve qu'elle joue quand même mieux que ses parents. Mais après, c'est un avis personnel, hein. Voilà. Peut-être impopulaire, j'en sais rien, mais ça reste mon avis. Bref. En tout cas, très très bonne actrice. Son personnage est plutôt sympa. Voilà. Malheureusement, elle arrive dans une saison qui est un peu à chier, mais le personnage reste quand même plutôt sympa avec des moments plutôt touchants. Donc ça, c'est cool. On va passer à la conclusion. Donc pour conclure, est-ce que on est arrivé dans la saison de trop? Eh ben, j'ai envie de répondre que non. Parce que pour moi, une saison de trop, c'est une saison où tu n'as plus rien à raconter. Par exemple, une saison de trop, c'est la saison 5 de Prison Break. C'est-à-dire que si on prend Prison Break, la saison 1, voilà, on a la saison 1, elle est parfaite, quasi parfaite. On est en prison, faut s'évader, machin. La saison 2, on s'est évadé, faut maintenant survivre à l'extérieur de la prison. Faut trouver un moyen de quitter le pays, d'acquitter Lincoln, voilà. Parce que bon bah tu te fais choper, tu retournes en prison. Donc il n'y a pas d'intérêt de retourner à la case A de la série. Voilà, cette saison, elle avait des raisons d'exister. Bon, ensuite la saison 3. Alors la saison 3, c'est particulier. Pourquoi? Parce que bah, la saison 3, c'est la saison qui a totalement subi la grève des scénaristes, puisqu'en réalité, la saison 3 aurait dû être une compilation de la saison 3 et d'une partie de la saison 4. Donc en fait, la saison 4 à la base ne devait pas exister. Toute l'histoire du cartel, en fait, ce qui se passe dans la saison 3, donc Michael se retrouve à Sona, il doit libérer un gars du cartel, et puis voilà. Donc normalement, la saison 3, ça devait être ça, plus une fois qu'il a libéré le mec du cartel, ben, combattre le cartel et mettre fin au cartel. Et du coup, on aurait conclu l'histoire. Sauf qu'il y a eu la grève des scénaristes, donc la saison 3 a été charcutée, donc on n'a que la partie prison, et du coup, ben, on a une saison 4 à rallonge pour détruire le cartel, qui à la base ne devait être que quelques épisodes qui concluent la saison 3. Donc là, encore une fois, c'est un peu particulier. Parce que bah, du coup, c'est vrai que la saison 3, elle apparaît un peu comme une saison de trop. Mais euh, parce qu'effectivement, dans la saison 3, il n'y a plus grand-chose à raconter. Mais le problème, bah, c'est qu'il y a eu la grève des scénaristes et que normalement, il y avait des choses à raconter et que ces choses à raconter sont dans la saison 4. Saison 4 où il faut détruire le cartel. Et oui, il ne faut pas oublier que bah, tout ce qui se passe pour Lincoln depuis la saison 1, c'est à cause du cartel. Donc effectivement, bah, faut bien au bout d'un moment terminer le cartel, se stopper avec ça, et puis voilà, terminer enfin la série. Et justement, combattre le cartel et tout ça, ça a permis quand même de développer d'autres choses par rapport à la mère de Michael et Lincoln, tout ça. Donc voilà, on met fin au cartel, et puis voilà, on termine la série, c'est très bien. Mais la saison 5, effectivement, est une saison clairement de trop, puisque bah, dans la saison 5, bah, en fait, il n'y a plus rien à raconter. Voilà, c'est juste, bon, bah, on retrouve à nouveau Michael dans une prison, faut qu'il s'évade, et puis il faut combattre Poséidon. Mais par rapport à l'histoire principale, ça n'a aucun lien. En fait, on retrouve juste les persos de la série limite dans un spin-off, quoi, à faire d'autres choses, quoi. Alors qu'au moins, dans les 4 premières saisons, il y avait toujours un fil rouge qui était bah, tous les ajustements du cartel bah, là, enfin, contre Dohero. Voilà, donc la saison 5 est bel et bien une saison de trop. Je l'ai quand même appréciée parce que bah, Prison Break, peu importe ce qui se passe, moi j'aime bien parce que bah, c'est une série de mon enfance, donc il y a un peu la nostalgie et tout. Mais voilà. Or, ici, on n'est pas encore dans la saison de trop. Pourquoi? Parce que bah, il y a encore beaucoup de choses à éclaircir. Il y a tellement de choses à éclaircir. Pourquoi Elf, elle a des pouvoirs? Genre, comment elle les a obtenus? Pourquoi elle? Voilà, pourquoi est-ce qu'on lui a enlevé de sa mère? Pourquoi elle et pas un autre enfant? Qui sont les autres? Je veux dire, elle, c'est la numéro 11, on a vu la numéro 8. Mais c'est-à-dire que, imaginons que la en Eleven soit la dernière, entre guillemets, qu'il soit que 11, bah du coup, qui sont les 9 autres? Du 1 au 7 et le 9-10, qui sont-ils? Quelles sont leurs capacités? Enfin, voilà. Je sais qu'il y en a un qui va apparaître dans la saison 4, donc c'est pour ça que je le mentionne, parce que je sais qu'on aura au moins la réponse sur un d'entre eux. Voilà, mais voilà, tous ces trucs autour des pouvoirs et tout ça,
pareil, on a des réponses à avoir là-dessus. Autre question, c'est toujours pourquoi ces créatures du monde à l'envers viennent dans le monde normal? Qu'est-ce qu'elles ont à y gagner? Qu'est-ce qu'elles cherchent? Parce que oui, dans la saison 4, on aura Vecna, on a sûrement un début de réponse là-dessus, mais il faut quand même se l'avouer que pour l'instant, on n'a que dalle. On n'a que dalle, hein. On n'a aucune idée de pourquoi les créatures viennent dans le monde normal. On n'a aucune idée de qu'est-ce qu'elles cherchent, pourquoi elles cherchent à être là. Le flageur mental a laissé à moitié construit une armée et tout ça, mais pourquoi? Dans quel but? Pour qui? Parce qu'on se doute bien que tout le monde a l'air de travailler pour Vecna, mais pourquoi? Quel est le but? Donc en fait, on a beaucoup, beaucoup de réponses à nous donner à travers la série. Pareil avec les Russes, pourquoi est-ce qu'ils veulent rouvrir le portail? Qu'est-ce qu'ils ont à y gagner? Qu'est-ce qu'ils ont à y faire? Bref, il y a beaucoup de questions qui se posent. Bon, les Russes, c'est des questions qui se posent à partir de la saison 3, mais voilà. Mais tout ça pour dire que c'est une série qui en fait, plus elle avance, plus elle pose des questions que n'apporte de réponses. Donc ça, c'est un peu dommage. Mais voilà, en tout cas, ça reste quand même plutôt, bah, il reste quand même des choses à dire. Donc pour moi, ça n'est pas la série de trop. Mais ce qui est problématique, c'est que la série a totalement changé de direction. C'est-à-dire qu'on est passé d'une série qui se concentre vraiment sur l'horreur, un truc propre et tout. Et pour moi, c'est souvent le cas avec les séries quand tu ne sais pas ce qu'elles vont donner à la base. Je m'explique. Par exemple, avec The Boys, comme ici, la première saison, elle est quasi parfaite. C'est-à-dire que on ne sait pas trop ce que ça va donner, même Prison Break, hein. On ne sait pas trop ce que ça va donner, donc on fait un truc hyper quali, hyper propre, avec une ambiance de fou. Et puis, une fois que ça a cartonné, on veut toujours, toujours aller de plus en plus loin, de plus en plus gros, et du coup, bah, toute l'essence qui fait que les premières saisons avaient cartonné, bah, disparaît petit à petit. Par exemple, avec The Boys, la saison 1, le principe c'est que on a des gens qui veulent tuer des super-héros, qui sont humains, donc voilà, et du fait qu'ils soient humains et qu'ils doivent combattre des gens qui ont des pouvoirs, ça les rend vulnérables. Ça fait que tu as toujours une ambiance pesante sur les héros. Chose qui, dès la saison 2, n'existe plus. Parce que bah, le protecteur, limite, il en a plus rien à foutre des héros. Voilà, il est plus aussi dangereux, enfin, par rapport aux héros de la série, aux humains, quoi. Et ce qui fait que, bon, ben, moi, la saison 2, je me suis fait chier et puis bah, j'ai pas continué. Voilà, parce que bah, l'ambiance que j'aimais de la saison 1, qui était unique, eh ben, je l'ai perdu dès la saison 2. Voilà, et puis en plus, quand on sait que la série a fini par se trahir elle-même, puisque bah, elle critiquait énormément de choses bah, qu'elle a fini par devenir, bah, ça donne encore moins envie de continuer à regarder la série. Bref. Du côté bah, là, de Stranger Things, c'est exactement le même cas. La première saison, tu sens qu'ils ne savaient pas trop à quoi s'attendre en termes de succès. Donc, ils ont fait un truc hyper quali, hyper pro, vraiment en mode fantastique, horrifique. Et c'était génial. La saison 2 est restée dans le même délire. Et comme ça cartonnait vraiment, ils se sont dit, bon, allez, on va aller un peu plus loin, on va ouvrir un peu plus le truc. Et puis, bah, la saison 3, bah, c'est une catastrophe. Parce que, ben, en fait, la série ne raconte plus les mêmes choses. On est arrivé dans une époque où bah, d'un coup on te balance que des trucs, mais dont on en a plus grand chose à faire. Parce que bah, en fait la série n'est plus elle-même en fait. Voilà, on passe d'une série encore une fois au fantastique horrifique à une série fantastique horrifique comédie woke. Parce que, bah, en fait, d'un coup, les personnages auxquels tu pouvais plus ou moins t'identifier, bah, d'un coup, ça devient des personnages juste politisés parce que ça devient des porteurs de l'idéologie woke. Dans le sens où, ben, comme on le voit, Maxine, elle passe d'un personnage un peu rebelle et tout, parce qu'elle vit dans une famille compliquée, voilà, et du coup, bon bah voilà, ce caractère un peu de petite connasse parce que bah voilà, elle est dans un environnement horrible, à bah, la meuf ultra féministe, voilà, qui passe son temps à casser du sucre sur le dos des hommes et voilà, à critiquer les hommes, à machiner les hommes, et puis voilà, c'est faire que ça.
Bref. T'as Will qui d'un coup devient gay sans explication. Voilà, on te le dit à travers une ligne et puis c'est tout. Bon, le cas de Maya Hawke est moins problématique parce que bah, au moins t'as un petit background, tu vois, on te raconte un petit truc, tu vois, t'as vraiment de la substance. C'est, tu vois, on te dit pas juste, bon bah Steve, tu m'intéresses pas parce que moi je m'intéresse aux meufs. Et puis c'est tout. Non, on essaie de vous raconter un truc avec, et ça aurait été bien de faire la même chose avec Will. Sans compter que le film devient également pro-américain. Tu sais pas trop pourquoi, d'un coup, on est parti dans un délire comme ça. Est-ce qu'à la base, on est sur des gens qui combattent des monstres? D'un coup, on t'a rajouté les Russes. Pourquoi? On sait pas, hein. Et on te rajoute les Russes, hein, les méchants Russes, hein, voilà, qui vont ouvrir le portail. Ils savent qu'il y a des monstres qui nous surveillent depuis longtemps, mais voilà, ils vont quand même ouvrir parce que bah, c'est des Russes, hein, ils ont pas peur du danger. Enfin bref, c'est hyper cliché, c'est naze. Et, bah, du coup, on arrive sur une série ultra pro-américaine en mode oui, les Russes, c'est les petits méchants et nous, on est des héros. On va sauver l'Amérique parce qu'on va repousser les Russes. Oh, c'est une catastrophe. Encore une fois, la série à la base, c'était survivre à des monstres. Renvoyer les monstres dans leur monde, enfin, du moins, fermer le portail et tout pour que bah, les monstres ne viennent plus nous faire chier. Là, on est vraiment passé, vraiment, limite, c'est deux histoires différentes. Voilà, on a toujours le flagelleur, mais on est passé à deux trucs très différents. Ouais, c'est décevant. Voilà, je suis hyper déçu. J'aurais aimé pouvoir continuer à parler de Stranger Things en positif, parce que bah, la saison 1, j'ai adoré, la saison 2, j'ai adoré. Et là, bah, il y a pas grand-chose, hein. Effectivement, il y a quand même des moments très cool, hein, quand le flagelleur, attaque ou des choses comme ça, c'est plutôt stylé. En plus, il est plutôt stylé, le flagelleur. La partie avec Robin, et tout ça est plutôt stylé aussi. Mais le reste, bah, franchement, c'était pas ouf. Voilà, dès que tu avec le groupe de Mike, c'était pas ouf. Dès que tu avec le groupe de Hopper, c'était pas ouf tout le temps. Il y a des petits moments que j'ai bien aimés quand même. Mais voilà, avec Nancy, des moments qui étaient cool, mais voilà. Jonathan, déception. Bref, c'est une série, voilà, qui malheureusement n'est pas parfaite. Et quand je vois que la saison 4, elle fait peur, hein. Quand même, chaque épisode dure 1 h 15, et le dernier épisode, il dure 2 h 30. Franchement, j'ai pas envie de me lancer, hein. Quand je vois cette saison-là, et que je vois la longueur des épisodes de la saison 4, j'ai pas envie de me lancer. Pas envie de me lancer. Tu te dis quand même, putain, chaque épisode fait quasiment la durée d'un film classique, hein, parce qu'un film de base, hein, voilà, c'est 1 h 30. Voilà, il n'y a que les gros gros blockbusters qui durent 2 heures, 2 h 30. Mais un film de base, c'est à peu près 1 h 30, 1 h 20, 1 h 30. Tu dis, chaque épisode, c'est la durée d'un film. Et le dernier film, bon, bah, c'est la longueur d'un blockbuster. Tu dis, non, mais voilà, attends, si c'est pour avoir une écriture comme là, taper des épisodes d'1 h 15 avec une écriture comme ça, non merci, moi j'en veux pas, non. Donc voilà, je suis pas rassuré. Je vais quand même regarder, voilà, mais c'est pas rassurant du tout. Voilà. De toute façon, on m'a dit, parce que quand j'en ai parlé avec une pote, on m'a dit que de toute façon, il y a une des saisons qui avait pas été énormément appréciée par le public. Donc je ne sais pas si c'est celle-ci ou la quatrième saison. Peut-être que la quatrième saison, on va remonter la pente. On verra. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que cette saison 3, je l'ai pas beaucoup aimée. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette saison 3 de Stranger Things. Pour moi, c'est une déception. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bref, désolé, j'ai bugué. Notamment la saison 4 de Stranger Things. Voilà. J'ai à peu près 2 semaines et demie pour la regarder. Ça devrait le faire. Allez, ciao tout le monde.